Je m'appelle Gabriel Anoto, je suis architecte logiciel chez SLIB. SLIB, c'est l'acronyme de Société lyonnaise d'informatique boursière. Donc, c'est une société qui s'est créée il y a 25 ans, à l'époque où la bourse, il existait encore une bourse à Lyon. Donc, à l'origine, c'était plutôt une société éditrice de logiciels, mais sur gros systèmes, IBM, principalement. Et depuis 15 ans à peu près, on a commencé à migrer vers des solutions Java, en particulier pour tout ce qui est IHM, enfin les postes à destination des clients, développés donc en Java sur le modèle de client léger. Je vais vous présenter, on est parti de loin quand on a lancé ces solutions Java. Je vais vous présenter un peu le cheminement qu'on a suivi pour aller vers plus de DevOps et pour améliorer nos déploiements. Je vais vous présenter un peu le contexte qui est important parce que c'est ce qui a dirigé un peu la stratégie qu'on a choisie en termes d'amélioration du déploiement. Donc, on est dans le domaine de la finance. Initialement, on faisait surtout du logiciel autour du métier des titres, c'est-à-dire du front office, c'est-à-dire du passage d'ordre, au middle office, back office, c'est-à-dire du règlement livraison, de titres et d'espèces, et de la comptabilité aussi, c'est-à-dire la répercussion la gestion des mouvements liés aux opérations boursières. Et depuis quelques années, on s'est développé sur d'autres métiers autour de la finance, qui sont le risque et le vote aux assemblées générales des actionnaires. Donc, une des particularités, c'est qu'on travaille en mode SaaS, c'est-à-dire qu'on développe nos logiciels, mais aussi on les héberge dans nos data centers, on les monitore. Et après, ce qui est important aussi, c'est le cycle de vie un peu de nos solutions. Donc, on développe un ensemble de produits. Chaque client a un panel de produits en fonction de ses besoins. Et il y a des cycles de vie qui varient suivant l'origine des demandes. Donc, principalement les demandes de marketing, c'est des évolutions de nos produits à l'initiative de notre service marketing, où là, on maîtrise à peu près la roadmap. Il y a des demandes clients qui sont un peu moins faciles à gérer parce qu'on a souvent à déployer rapidement un update pour un client, pour un besoin particulier. Et le plus contraignant, c'est les évolutions réglementaires, parce que vu notre métier, on a souvent des updates de nos applications à faire pour répondre aux nouvelles obligations réglementaires. Voilà, alors comme je disais, on a des applications legacy, donc l'héritage du passé, c'est principalement AS400, donc on a encore des dinosaures, on en parlait avant, on a encore des dinosaures, mais ils sont un peu en voie d'extinction, et on migre de plus en plus toutes nos solutions sur le monde Java et les plateformes Linux principalement. Et alors, la particularité encore, c'est qu'on a un panel d'une vingtaine ou une trentaine d'applications, et que chaque client a son propre setup d'application, et il n'y en a pas deux pareils, et même pour un même client, on peut avoir plusieurs setups très différents. Il y a ce qu'on appelle des corps produits, pour gérer le settlement, le passage d'ordre, etc., et puis beaucoup de spécifiques, parce que, outre le cœur métier, on a des interfaces, c'est propre à ce métier, beaucoup d'interfaces avec des systèmes externes, des plateformes de bourse, des systèmes de règlement livraison ou des systèmes propriétaires du client. Donc chaque setup est spécifique. Et on a aussi, alors, en termes de recettes, un cycle assez lourd en recettes, puisqu'on fait je ne sais pas si vous connaissez tous les termes, mais IST, c'est plutôt le côté dev, IAT aussi, certification. Et après, on a des phases qui s'appellent QAT chez nous, Quality Acceptance Test. C'est des tests faits par les équipes SLIB dans le setup spécifique à ce client. Et après, le User Acceptance Test, c'est la phase de test effectuée par le client sur son environnement. Voilà, donc en termes de déploiement, on a besoin souvent de déployer la même solution sur toute une suite de setup qui vont de l'IST jusqu'à l'UAT, j'ai oublié la prod, et la pré-prod éventuellement. On va faire un peu d'histoire. Donc là, pour nous, avec le recul maintenant, c'était un peu la préhistoire. Donc je pense que tout le monde a connu ça, mais les déploiements, c'était principalement des scripts qui étaient mis à disposition des équipes delivery, et puis des interventions manuelles des équipes delivery pour modifier les fichiers de configuration en fonction de la particularité de chaque setup. Voilà, donc, outre le fait que ce soit long et réverbatif, c'était peu fiable. Évidemment, quand on va modifier un fichier XML de configuration, les erreurs sont fréquentes.
Et donc on était souvent obligé de faire des updates de ce qui avait été déployé la veille, par exemple. Et en plus, chaque produit avait ses particularités. La façon de gérer la configuration pouvait varier d'un produit à l'autre. Voilà, vite fait, alors c'est notre façon de gérer les choses. Donc on a des équipes build sur la partie gauche, plusieurs équipes, chacune a une gamme de produits à gérer. Et à droite, on a les clients, les utilisateurs sur leur poste de travail. Et donc au début, la complexité, c'était tout le plat de spaghetti qu'on voit, c'était comment arriver à déployer la bonne version de chaque produit dans le setup du client. Donc c'était fait de manière un peu empirique, à la demande des chefs de projet, des équipes de déploiement, à la demande des clients. Donc aucune organisation particulière. Donc l'étape suivante, c'était il y a à peu près 5 ans, en place l'outil XL Deploy pour améliorer un peu les choses, avec l'objectif principal à cette époque-là, c'était améliorer la fiabilité et accélérer les temps de déploiement. Voilà, donc le plat spaghetti il est toujours là, mais on a un outil au milieu qui permettait d'automatiser un peu cette étape pour déployer chaque produit dans l'infrastructure du client. Donc les gains, là, c'est que les personnes en charge du déploiement n'avaient plus à se préoccuper de la complexité des fichiers de configuration. C'est XL Deploy qui gère, via la notion de placeholder de dictionnaire, le paramétrage spécifique à chaque setup. Et de ce fait, on a amélioré la fiabilité. Voilà, puis il y a d'autres goodies offerts par la solution, qui permettent en particulier de gérer automatiquement l'arrêt et le redémarrage des serveurs d'application, tâche qui était manuelle auparavant. Et l'outil contribue à la cartographie d'un setup, puisqu'on sait exactement ce qui est déployé sur chaque setup. Voilà, toujours est-il que le plat spaghetti, il fallait toujours le gérer d'une manière ou d'une autre. Donc, l'étape suivante, qui a été lancée il y a à peu près 2 ans, on a fait encore un saut, c'est d'introduire la notion de distribution. Vu la particularité de chaque setup, l'idée là, c'est auparavant, Build était orienté juste à la production du produit, au développement des produits. C'est que Build, l'équipe de développement, package l'ensemble des produits pour chaque setup. Donc, le plat spaghetti, il existe encore, mais c'est les équipes Build qui sont en charge de le définir. Ce qui est logique, puisque c'est eux qui savent savent assurer la cohérence entre tous les produits qui font partie d'un setup. Alors, oui, parce que, je n'ai pas précisé, mais les produits ne sont pas tous indépendants. Il y a des échanges de données entre produits, il y a des dépendances fonctionnelles, il y a des dépendances techniques. Donc c'est Build qui, au travers de cette notion de distribution, définit l'assemblage des différents composants qui vont s'exécuter dans l'environnement du client. Alors, autre point important, c'est que ce package qu'on appelle distribution, ça inclut tous les livrables produits par les équipes de développement, mais aussi tous les middleware qui permettent l'exécution de ces applications. Donc les middleware, c'est les serveurs d'application, les databases, les bus d'échange de données et d'autres. Voilà, bon, le principe, je l'ai à peu près décrit, mais c'est vraiment autant les packages des époques antérieures, c'était orienté produit. Là, la distribution, c'est un package qui est orienté client. Donc, dans ce package, il y en a un par client ou par setup d'un client, parce que chaque client peut avoir plusieurs setups. Ça peut être des setups, des clients. Chaque package contient l'exhaustivité des binaires et de la configuration nécessaire à l'exécution de toutes les fonctions attendues par ce client. Donc, comme je le disais, là, sur l'exemple, on a 2 serveurs d'application qui embarquent chacun certains composants des applis, des traitements STP, des IHM, les traitements spécifiques à ce client, les configurations qui vont avec, et aussi, là, en l'occurrence, un middleware LDAP pour gérer les autorisations, l'authentification, et un ActiveMQ pour gérer les échanges. Voilà, c'est un modèle qu'on a généralisé, qui s'applique aussi bien aux produits qu'on développe, qui ont été créés récemment, y compris les produits Java,
qui ont été initiées il y a 15 ans à peu près. Voilà, donc on a mis en place, pour fabriquer ces distributions, du côté build, un pipeline de fabrication. Bon, c'est peut-être un peu technique, là. Donc on a quand même SCM, c'est l'outil de gestion des sources. Donc le SCM produit, c'est là où on référence toutes nos sources et qu'on peut fabriquer grâce à des outils là, qui s'appellent Maven et Jenkins. Ça, c'était à l'étape 2. Et donc pour fabriquer ces distributions, on a mis en place un SCM qui permet de définir le contenu de chaque distribution. Donc SCM, ça veut dire que chaque distribution, tous les composants qu'on déploie chez un client sont versionnés. Et donc on va définir ainsi exactement pour tel client quelle version du produit il embarque, quelle spécifique, etc. Et ça, le SCM au niveau distribution fait référence au SCM produit. SCM, c'est SVN et Git. Hein. Voilà, et puis bon, donc tout ce qui arrive jusqu'à l'étape livrable, le livrable, donc c'est un gros package qui contient l'exhaustivité des livrables Java et de la configuration, c'est produit par les équipes build. Et après, on utilise l'outil XL Deploy pour déployer ces livrables sur l'infrastructure. Et donc, comment on gère la variabilité d'un setup à l'autre, c'est via ce qu'ils appellent des dictionnaires. On va donc faire le lien entre des variables qui sont définies dans le gros package, qui s'appelle des placeholders, et les valeurs de ces placeholders pour les setups donnés. Comme je le disais, la distribution est versionnée, donc chaque fois qu'il y a un nouveau projet réglementaire, une demande client, on va créer une nouvelle version de cette distribution au niveau du gestionnaire de code source, la fabriquer grâce à cette usine, et puis la déployer sur les différents environnements, IAT, UAT, etc. Bon, il y a une petite bidouille, c'est peut-être pas la peine que j'en parle, mais pour dire qu'on n'inclut pas forcément tous les livrables dans cette distribution, mais les middleware, ils sont définis à part et référencés juste dans la distribution pour limiter la taille des packages. Mais j'en ai pas parlé non plus, mais c'est important que non seulement on inclut les livrables qu'on construit, mais on inclut aussi tous les livrables extérieurs, comme les serveurs d'application, etc. Parce qu'il n'y a pas forcément toujours une compatibilité garantie entre les livrables qu'on construit et le serveur d'application ou la version d'ActiveMQ ou la version de la base de données. Là, on est sûr qu'une fois qu'on a fait le package, tous les composants sont compatibles entre eux, que ce soit en termes techniques ou fonctionnels. Voilà, donc on a vu le process de construction. Là, le process de déploiement, c'est du standard XL Deploy, je dirais. Donc on a la distribution sur le schéma en haut à droite, fabriquée par les équipes build, et après le XL Deploy qui vient déployer cette distribution sur les différents setups du client. Et la variabilité, comme je le disais, ça s'exprime via les dictionnaires. C'est-à-dire que par exemple, tous les paramètres techniques propres à l'infrastructure vont être définis dans les dictionnaires. Les bases de données en UAT en production ne sont pas les mêmes. Donc c'est ces paramètres-là qu'on va mettre dans les placeholders. Les noms des queues, ce genre de choses. Par contre, autant que possible, on essaye de... Tout ce qui est propre à l'environnement, on essaye de ne pas l'exposer au placeholder, on le définit au niveau build, de sorte que les équipes de change management, n'aient pas à se poser la question de savoir la valeur à mettre. Build, c'est quelle est la bonne valeur, et donc on la met directement dans le setup. Donc chaque package, la distribution, c'est le schéma du bas. Ça contient donc des composants de grosse taille, hein, des serveurs d'application qui eux-mêmes contiennent des applications. Et via l'outil XL Deploy, on est capable, c'est les équipes delivery qui décident là, d'aiguiller sur quelle VM vont être déployés les différents composants de la distribution. Voilà, bon, et puis comme autre intérêt, c'est XL Deploy qui va gérer lui-même qui va déterminer quels sont les composants qu'il faut arrêter, redémarrer le cas échéant. C'est-à-dire qu'on peut avoir une distribution qui n'embarque qu'un petit patch. L'outil ne va arrêter que les serveurs qui sont concernés par les livrables qui ont changé. On n'a plus à se poser la question. Bon, je fais un petit focus sur les placeholders parce qu'en fait, avec l'expérience, c'est ce qui fait l'interface entre les équipes build et delivery dans le modèle de distribution qu'on a mis en place. Voilà, et donc, je ne vais pas m'appesantir, mais le bon fonctionnement de tout ça, ça repose sur des bonnes pratiques. On évite d'exposer, comme je le disais, des clés
qui n'ont pas lieu d'être. On évite les doublons de clés qui représentent la même notion. Dans ce cas-là, on en crée une seule et on l'utilise dans peut-être les 2 produits concernés. On a des règles de nommage précises aussi pour, là encore, que ce soit bien clair pour tout le monde. Et en parallèle de tout ça, on a développé, donc ça c'est en plus par-dessus XL Deploy, un référentiel pour décrire exactement les placeholders, l'usage des placeholders, ce qui permet là aussi à Build de donner l'information aux équipes delivery, à quoi ça sert, quelles sont les valeurs d'exemple, comment c'est utilisé. Voilà. Puis on utilise aussi des API XL Deploy pour automatiser le déploiement la génération de tous les placeholders qui ont été détectés dans une distribution. Et un dernier point, donc, ce que ça nous a permis de faire, là c'est aussi de l'outillage interne, c'est de déterminer exactement qu'est-ce qui a été embarqué dans une distribution. En fait, auparavant, on ne savait pas trop. On avait des produits qui avaient été déployés, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Et donc là, l'idée, comme tout est référencé dans le gestionnaire de code source, y compris les versions des produits dans une distribution, et que la roadmap de nos produits, le contenu des produits est défini dans Jira, on a croisé le SCM des distributions avec les commit logs, c'est-à-dire les commentaires qu'ont mis les développeurs à chaque changement d'un produit ou de la distribution. Et donc, on est capable à tout moment de savoir quels sont exactement tous les changements qui ont été apportés à un setup client. Ça, c'est quelque chose qui, bon, d'abord, ça rassure les clients de savoir ce qu'on leur déploie, et puis ça permet à tout le monde d'avoir de la visibilité. Alors, vite fait, en conclusion, entre les 3 étapes que je vous ai présentées au début, après l'introduction d'XL Deploy et après l'introduction de modèle distribution, voilà les gains qu'on a constatés, c'est des moyennes. Donc, en termes de configuration, c'est la charge la plus lourde, c'est définir les fichiers de configuration. Donc on est passé grosso modo de 8 heures à 2 heures maintenant. 2 heures maintenant, c'est définir les valeurs des placeholders. Le temps lui-même de déploiement s'est grandement amélioré, puisque globalement, en schématisant, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton, du moment que la config est correctement saisie. L'accessibilité aussi, elle a grandement progressé, puisque maintenant, l'interface entre ce que fait Build et ce que fait les équipes de change management, ça se fait au travers des placeholders, donc c'est quelque chose d'harmonisé, de simple à appréhender. En fiabilité aussi, on a largement progressé. On a réduit toutes les erreurs humaines potentielles. Et en sécurité, parce que c'est l'outil qui fait les déploiements, c'est plus les personnes de change management qui doivent se loguer sur les machines, donc avoir le mot de passe. Là, c'est XL Deploy qui le fait. Donc on a limité les droits d'accès aux différentes VM. Et il me reste 1 minute pour vous dire que malgré tout, c'est pas si simple, parce que le travail de démêler le plat de spaghetti, c'est maintenant les équipes Build qui doivent le faire. Ils ont certes plus la connaissance des produits, mais il faut quand même le faire, ce travail. Et on a été amené à renforcer la communication entre les équipes Build elles-mêmes, parce que tous les produits chaque équipe développe doit communiquer avec les produits de l'équipe d'à côté, et aussi à renforcer la collaboration entre Build et Delivery. À la fois parce que les chefs de projet définissent le contenu d'une distribution, ils savent ce qu'il faut déployer chez le client, et puis dans l'autre sens, Build communique à Delivery la façon de paramétrer les distributions. Je vous remercie.